Je me tourne à présent vers Frédéric Montagnon. Alors, Frédéric Montagnon est un entrepreneur et business angel français et il est le fondateur et président exécutif d'Ariani, une entreprise qui développe une nouvelle solution de certificats digitaux d'un nouveau genre qui pourrait rebattre les cartes à la fois du secteur du luxe, mais aussi de l'art. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Frédéric, on vit depuis un certain nombre de décennies maintenant une révolution digitale qui révolutionne tout un ensemble de secteurs d'activité, une économie tout entière, par le fait qu'elle introduit cette notion d'abondance par rapport à une économie qui est basée sur la rareté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Finalement, ce qui a été magique, extraordinaire là, ces 25 dernières années, c'est la capacité à pouvoir diffuser de la connaissance, diffuser du savoir, des opinions à l'échelle. Et pourquoi? Simplement parce que dans le digital, dans l'immatériel, on peut dupliquer les choses, on peut donner de l'accès finalement au plus grand nombre, au même contenu, puisqu'il n'y a pas de support, et c'est très facile à faire. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce que ça démocratise énormément l'accès. On se retrouve en l'occurrence, en revanche, dans une situation dans laquelle il devient difficile de monétiser certains contenus. On a connu ça par exemple dans le monde de la musique, de la vidéo. Ça a été compliqué même des jeux vidéo. À partir du moment où ce sont des fichiers, des codes qu'on peut, donc soit des contenus qui sont des fichiers, soit du code dans le cas des jeux, ça devient facile en fait de recopier et puis de s'approprier un contenu. Alors il y a tout un tas de solutions qui ont été trouvées, qui ont été un peu douloureuses d'ailleurs. On s'en rappelle, il y a quelques années, on avait tous ces problèmes de DRM, qui nous ont finalement obligés à être réenfermés en partant d'un web qui était plutôt un web très décentralisé, très libre. On se retrouve réenfermé finalement dans des logiques de plateforme parce que justement, on n'arrive pas, puisqu'on va parler des créateurs, on n'arrive pas finalement à recréer une notion de rareté et de valeur autour d'un contenu dans un monde dans lequel tout est duplicable. Et un exemple qui est très facile, c'est si je prends une photo ou si je crée une œuvre digitale, finalement, le simple fait de l'envoyer par email permet de la dupliquer. Et puis la stocker dans un cloud, ça permet de la dupliquer à nouveau. Et on se retrouve à avoir des tas de versions finalement de ce même fichier, parfois compressées, parfois pas, enfin peu importe. Mais en tout cas, ce contenu finalement devient un contenu qui n'a plus d'origine, qui n'a plus, et qui donc n'a plus de valeur. S'il n'y a pas de rareté, il ne peut pas y avoir de valeur attachée. Et en quoi des solutions techniques aujourd'hui, je pense notamment à ce que vous faites chez Ariani, permettraient de résoudre ce problème? Alors, il y a une chose qui est arrivée il y a maintenant un peu plus de 12, enfin, ouais, allez, 12 ans. On a commencé à voir arriver des technologies qu'on appelle blockchain, qu'on appelle jetons, bon, peu importe, mais enfin, vous voyez un petit peu l'idée dans l'univers dans lequel on se trouve, qui est celui de la crypto finalement. C'est une technologie assez particulière qui permet de recréer une notion de rareté. Et comment? Simplement en se disant, on peut créer des identités numériques, des identités digitales, à partir du moment où on a quelque part une sorte alors on appelle ça un ledger, donc un registre, dans lequel on va pouvoir référencer un ensemble d'unités, un ensemble de ce qu'on appelle des jetons, donc des identités digitales, dans une base commune, et de pouvoir, à un moment donné, dire que chaque unité est contenue dans ce qu'on appelle un wallet. C'est-à-dire, quelque part, est détenue par une personne et pas par deux à la fois. Et c'est complètement, ça transforme complètement finalement notre relation au digital, parce que on parlait à l'instant d'un fichier qu'on peut dupliquer à l'infini. Et bien en fait, là, on va pouvoir quelque part créer quelque chose d'unique, parce que on va créer un lien direct entre ce qu'on appelle finalement un actif numérique. Alors c'est important de définir un petit peu les choses, mais là on est dans le domaine des actifs numériques. Un actif numérique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une représentation numérique de la valeur. Alors l'actif numérique qui est le plus connu, c'est Bitcoin. On le connaît parce que ça a été la première crypto-monnaie, parce que c'est la première fois finalement qu'on a créé une monnaie complètement décentralisée, un objet qui porte de la valeur à l'intérieur du réseau Internet. Et ce qui est intéressant dans ces technologies-là, c'est qu'elles sont natives au digital. C'est-à-dire que par nature, tout ça existe parce qu'on a déjà un réseau qui est déployé.
Donc, ce n'est pas un élément qui est extérieur, qu'on vient essayer d'introduire à l'intérieur d'un monde digital. On n'essaye pas de numériser quelque chose qui existe, mais ce sont des éléments qui sont nativement digitaux. Juste par rapport à cette question-là, il ne demeure pas moins que si jamais on a un fichier digital, on peut copier tout de même ce fichier digital, même s'il est associé à un élément qui garantit son unicité. Donc, en quoi on crée de la rareté en associant un certificat ou un token à un objet digital existant qui reste tout de même copiable? Comment est-ce que vous réalisez ce lien unique entre l'objet digital et le certificat? Alors, c'est là où il faut qu'on parle des jetons qui sont fongibles et des jetons qui sont non fongibles. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps de NFT. NFT, ça vient de l'anglais, NFT, Non-Fungible Token, sont des tokens non fongibles. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est fongible d'abord? La monnaie, par exemple, la monnaie qu'on a l'habitude d'utiliser, elle est fongible. C'est-à-dire que si je vous donne 5 euros, vous me donnez 5 euros, peu importe, ce soit des pièces, un virement, finalement, la somme est nulle. On n'a rien fait. On s'est échangé de la valeur, mais en réalité, le résultat est le même que l'état d'avant, l'état d'après est le même. Ça, c'est ce qu'on appelle des choses qui sont fongibles, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement remplacer un objet par un autre. Dans l'univers qui est non fongible, par exemple un appartement, une maison, c'est pas fongible, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir exactement la même valeur, mais si on s'échange nos appartements, même s'ils ont le même prix, bon, il va falloir quand même déménager, on ne se retrouve pas ni avec la même vue, ni avec finalement le même bien au final. Dans l'univers digital, c'est pareil, on a cette même logique, donc on va considérer que Bitcoin est, par exemple, est fongible, c'est-à-dire si je vous donne un Bitcoin, vous m'en donnez un, on a réalisé une opération qui est nulle. On peut aller un petit peu plus loin et se dire qu'en fait, chaque unité, chaque jeton peut avoir son numéro de série, peut avoir sa propre identité. Et donc, à partir de là, on peut rattacher des propriétés qui sont différentes à des jetons. Et c'est ce qu'on fait par exemple chez Hernani, c'est-à-dire que nous, on permet à des marques de créer des jetons qui ont chacun leur identité propre. Et par exemple, je peux créer un jeton qui représente un objet comme une montre sur le réseau Internet. Et ce jeton-là, il va représenter ma montre avec son numéro de série, avec son identité, avec son histoire. Et donc à partir de là, on peut quelque part connecter, on dit qu'on connecte finalement des objets qui sont des objets du monde réel, qui n'ont en principe pas la capacité à se connecter par eux-mêmes, parce qu'ils ne possèdent pas d'électronique, on pourrait même les connecter au réseau, parce qu'on leur offre un passeport digital. Et donc tout cet univers finalement de ces NFT, l'objectif c'est de pouvoir créer une identité propre à quelque chose qui est physique ou pas d'ailleurs, et de lui donner une identité qui va vivre sur le réseau Internet et qui va pouvoir tout au long de la vie de cet objet finalement représenter ce qu'il est. Et à nouveau, ce qui fait qu'on arrive à créer cette rareté et qu'on arrive à créer cette notion de propriété, c'est que cet objet-là, qui est un objet numérique, donc ce NFT, il va être contenu à un moment donné dans un wallet, dont l'accès sera mon accès, votre accès, peu importe. Et donc, on arrive à recréer finalement la notion de propriété de quelque chose qui est digital dans un monde normalement d'abondance. Donc, on a recréé de la rareté dans le monde digital, ce qui est d'une certaine manière l'aboutissement de la numérisation finalement du monde. Pour l'instant, on n'avait pas numérisé la notion de propriété et on n'avait pas numérisé non plus la notion de transaction dans le monde digital jusqu'alors. Et alors, là, vous avez parlé de l'exemple de la montre, mais ça peut être valable pour une œuvre d'art, par exemple, une œuvre d'art physique comme une œuvre d'art digitale. Est-ce que vous avez quelques exemples d'utilisation à nous donner de créateurs numériques d'ailleurs, qui utilisent aujourd'hui des NFT pour donner de la valeur, donc de l'unicité, de la rareté à un objet qui est par essence copiable, duplicable à l'infini? Oui, alors il y a eu, on a beaucoup parlé de NFT là, ces dernières semaines. D'abord, c'est une technologie qui est, alors on va pas dire ancienne, hein, c'est une technologie qui a, on va dire 4 ans à peu près. Hein, les premières expériences à l'échelle ont eu lieu il y a 4 ans. La raison pour laquelle on en est venu à en parler beaucoup, c'est parce que des artistes ont commencé à créer des œuvres, les mettre sur des marchés, et leur permettre d'avoir une valeur, de les mettre aux enchères et donc de faire se rencontrer des artistes avec des acheteurs ou bien des gens qui possédaient des œuvres avec des acheteurs. Il y a un certain nombre de plateformes, alors je vais en citer une particulièrement qui est OpenSea,
qui est une plateforme qui est développée depuis New York, qui n'a pour fonction que de permettre à ce marché de se rencontrer. Donc c'est comme une foire finalement à l'art, sauf que cette fois-ci, cette foire, elle est mondiale. Elle existe 24 heures sur 24. Et surtout, elle garantit que les transactions vont se dérouler de la meilleure façon qui soit, parce que dans l'univers des crypto-monnaies et des blockchains, en fait, quand on se met d'accord sur une transaction et qu'on utilise les bonnes technologies pour le faire, si j'envoie de l'argent, je suis sûr que je serai livré de ce que j'achète. Ce qui est quand même assez différent de ce qu'on peut avoir dans un monde plus traditionnel, où en général, il faut un tiers, au moins pour se rassurer, quand on fait un achat important, qu'on va bien être livré de ce pour quoi on a payé. Donc, ces plateformes, on fait beaucoup parler d'elles parce qu'on a commencé à voir des artistes venir vendre des œuvres de plus en plus chères. Et on a eu des transactions à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de dollars, qui sont en réalité portées en général par des gens qui ont besoin de reconnaissance ou des traders. Enfin bon, il y a plein de raisons de venir finalement se participer à un marché de ce type. Et donc on voit des artistes aujourd'hui qui sont des artistes qui sont au départ des artistes purement digitaux, c'est-à-dire qui n'existaient pas, enfin qui n'ont jamais travaillé sur des supports physiques, qui se sont mis à vendre sur ces plateformes. Et la raison pour laquelle les prix se sont envolés, c'est simplement parce qu'on a accès à un marché mondial. Et donc, c'est pas du tout pareil d'avoir une vente aux enchères qui se passe à un moment donné, et puis une deuxième vente aux enchères pour le même produit qui se passera peut-être dans plusieurs mois, ou d'avoir un marché qui se fait en continu et de manière globale. Donc, c'est ça qui est arrivé. Alors, on a des gens qui sont des artistes nativement digital, qui ne font que de l'art digital. On a aussi des artistes qui viennent du monde, on va dire physique, et qui se mettent à créer de l'art digital et à le vendre. On a des gens aussi qui donnent, comme on le fait chez Ariani, donc finalement qui vont permettre à des gens de pouvoir s'échanger le titre de propriété d'une œuvre. Et finalement, on pense que quand on agit sur ces marchés-là, que le titre de propriété est vraiment ce qui fait foi, et c'est ce qui est de plus important finalement, parce que l'œuvre, ça n'est qu'un support, et de toute façon, si on s'est bien échangé, si on a bien fait l'acquisition du titre de propriété, eh bien, on devient le propriétaire. Donc ça, c'est vrai dans l'art, je dirais, graphique. Il y a des gens qui vendent des photos, évidemment, aussi. On a aussi des gens dans des groupes de musique, par exemple, des artistes qui produisent de la musique, qui vendent de la musique sur ces mêmes plateformes. Pas forcément dans une recherche, en fait, d'unicité cette fois-ci, mais plutôt pour créer des nouvelles façons d'engager une communauté, des nouvelles façons de valoriser simplement leur travail, sans avoir à dépendre de plateformes qui sont des plateformes qui ont des modèles de rémunération qui sont assez difficile à vivre pour les artistes, parce que ça met beaucoup de temps, des Spotify, des Deezer, ça met beaucoup de temps finalement pour les artistes à mettre en route un modèle de revenu important. Là, on trouve des nouveaux modèles finalement qui consistent à vendre en avant-première un certain nombre d'exemplaires d'un enregistrement, vendre en avant-première peut-être le prochain concert qu'on aura la possibilité de pouvoir organiser. Alors, on ne sait pas forcément quand, mais il y a tout un tas aujourd'hui d'artistes qui utilisent finalement ces capacités à pouvoir se connecter directement avec leur audience et leur communauté pour monétiser leur travail, donner un accès privilégié à cette communauté et se faire connaître également. Chez Ariani, aujourd'hui, vous utilisez ces tokens, ces non-fungible tokens, les NFT, uniquement pour le secteur du luxe, mais vous pourriez le faire demain pour le secteur de l'art? Ouais, on a choisi de le faire, de commencer par le luxe parce que alors, il y a pas mal de raisons qui nous ont fait commencer par là. La première, c'est parce que simplement, les sociétés les sociétés qui produisent, enfin qui sont des acteurs de l'industrie du luxe, sont des sociétés qui sont très formées, dans lesquelles il y a une vraie capacité à réfléchir à l'image de marque, à la manière de se connecter avec des prospects ou des clients. Donc il y a de toute façon, voilà, historiquement, une vraie ingénierie derrière le marketing, derrière la fidélisation et derrière la relation client. Donc on a pensé que c'était une bonne façon déjà de trouver des gens qui étaient déjà matures en termes de réflexion dans leur manière de se connecter directement avec des clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des marques qui sont globales. Donc, c'est des marques qui nous permettent de diffuser notre technologie à l'échelle du monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaille avec des marques comme des marques du groupe Richemont, comme Breitling, qui nous permettent
dès le début, enfin dès les premières expérimentations qu'on a pu mettre en place et dès les premières vraies productions qu'on a mis en place, de s'adresser à un public qui est présent partout dans le monde. Et il n'y a pas beaucoup de marques en réalité qui sont des marques globales, hein, quand on regarde bien. Même un Facebook n'est pas global, alors que des marques de luxe, elles sont vendues dans le monde entier. Il n'y a pas de frontières. Donc ça nous a beaucoup plu. Et puis, il y a une chose qui, en tant qu'entrepreneur français et francophone, qui est très pratique, c'est qu'on a un marché du luxe qui est dominé par la France, par la Suisse et l'Italie. Et en fait, quand on est en France, on a un accès à cette industrie qui est tout à fait privilégiée. Et je pense que c'est vraiment une industrie à laquelle la technologie, enfin les entrepreneurs de la tech ne sont pas assez intéressés, parce que c'est là une opportunité finalement de pouvoir rayonner dans le monde entier en réglant des vrais problèmes qu'ont ces marques, qui est assez unique, hein, qui n'existe pas dans beaucoup d'autres industries. Et puis la dernière chose, c'est que nous, on a l'idée, et c'est une des valeurs finalement de toutes ces technologies qui sont les technologies décentralisées, on a l'idée de vouloir régler aussi, et d'abord d'ailleurs, les problèmes de confidentialité, de données personnelles, de privacy en général. Et on trouve finalement dans toutes ces technologies-là la capacité à créer un lien direct entre celui qui produit quelque chose, donc ça peut être un artiste en effet, mais ça peut être aussi une marque qui fait du luxe, qui fait peu importe, et son client final, sans avoir à faire appel à une plateforme centralisée et sans avoir à collecter de l'information de manière abondante sur ses clients. C'est-à-dire, ce qu'on permet de faire aux marques, c'est d'avoir ce lien direct donc, avec son consommateur final, de pouvoir communiquer avec lui, de savoir exactement qui, à un moment donné, possède tel ou tel objet pour des raisons de garantie, de SAV, peu importe, sans pour autant savoir quelle est l'adresse de cette personne, son numéro de téléphone, qui sont des informations qui sont vues comme intrusives aujourd'hui et qui mettent les utilisateurs à risque. On l'a encore vu là, il y a 2 jours, Facebook s'est fait dépouiller de 500 millions de numéros de téléphone, d'adresses, etc. Ça devient le lot quotidien des plateformes. C'est un risque pour les plateformes, c'est aussi un risque pour les marques. Donc aujourd'hui, le fait finalement de construire une architecture, un CRM, une relation avec son client, et encore une fois, construire une marque comme un artiste, en évitant d'avoir à prendre la responsabilité des données personnelles de ses clients, je pense que c'est une proposition de valeur qui est très importante. Merci Frédéric. Avec plaisir, merci beaucoup.